L'étrangère invisible. Pendant des millénaires, l'électricité a été là. Invisible. Silencieuse. Elle traversait le ciel sous forme d'éclairs. Elle surgissait dans certaines pierres. Elle faisait frémir les corps, sans jamais être comprise. Dans l'Antiquité, personne ne découvre l'électricité. On la subit. On l'observe. On la redoute. Un éclair frappe un arbre. Une étincelle jaillit d'une pierre frottée. Un poisson provoque une décharge douloureuse dans l'eau. Ces phénomènes existent, mais ils ne sont pas encore reliés entre eux. L'électricité n'est pas pensée comme une force unique. Elle n'est ni nommée, ni mesurée, ni maîtrisée. Elle appartient au domaine du prodige, du mystère, parfois du sacré. Et pourtant, dès l'Antiquité, certains esprits commencent à soupçonner qu'il se passe là quelque chose de plus profond. Quelque chose qui obéit à des règles. Quelque chose qui pourrait, un jour, être compris. Mais pour cela, il faudra d'abord une chose essentielle. Cesser de voir l'électricité comme un miracle et commencer à la regarder comme un phénomène. C'est ce basculement, lent et inattendu, que cette histoire commence à raconter. Car avant d'être une énergie, l'électricité a d'abord été une curiosité. L'Antiquité. Des phénomènes sans lien. Dans la Grèce antique, au VIe siècle avant notre ère, un matériau intrigue particulièrement. L'ambre. Lorsqu'on le frotte contre de la laine ou de la fourrure, il attire de petits objets légers. Des plumes, des brins de paille, de la poussière. Le philosophe Thalès de Milet, vers 600 avant Jésus-Christ, est l'un des premiers à décrire ce phénomène. Il ne parle pas d'électricité. Le mot n'existe pas encore, mais il observe, il compare, il note. Le terme grec électron, qui désigne l'ambre, donnera bien plus tard le mot électricité. Mais à ce stade, personne n'imagine qu'un lien existe entre cette attraction étrange, les éclairs du ciel, et les décharges ressenties dans certains environnements naturels. À Rome, plusieurs siècles plus tard, d'autres observations s'accumulent. Les médecins romains connaissent l'existence du poisson torpille, capable de provoquer une décharge paralysante. Scribonius Largus, médecin du 1er siècle, recommande même son usage pour soulager certaines douleurs. Mais là encore, le phénomène est traité comme une curiosité médicale, isolée. Il n'est pas relié aux expériences sur l'ambre. Il n'est pas relié à la foudre. Il n'est pas pensé comme une force générale. Dans les sociétés antiques, chaque manifestation est enfermée dans sa catégorie. La foudre relève des dieux, l'ambre relève de la matière, le poisson relève du vivant. Ce cloisonnement empêche toute compréhension globale. L'électricité existe, mais elle est morcelée. Elle ne circule pas encore entre les idées. Et tant qu'un phénomène ne peut pas être comparé, reproduit, isolé, il ne peut pas devenir un objet de science. Il faudra attendre un changement profond dans la manière de penser la nature. Un moment où l'on cesse de décrire le monde par récit, pour commencer à l'explorer par expérience. Ce moment n'arrive pas dans l'Antiquité. Il arrive bien plus tard. Car pour que l'électricité commence réellement, il fallait d'abord inventer une nouvelle manière de poser des questions à la nature. Le XVIIe siècle. Nommer et expérimenter. Le véritable tournant se produit en Europe, au XVIIe siècle. À cette époque, la science change de méthode. On ne se contente plus d'observer, on expérimente, on isole, on reproduit. En 1600, à Londres, le médecin anglais William Gilbert publie un ouvrage fondamental, De magnéte. Il y distingue clairement deux phénomènes jusque-là confondus. Le magnétisme et ce qu'il appelle les effets électriques. Gilbert est le premier à utiliser le mot electricus pour désigner les propriétés de l'ambre frotté. Pour la première fois, un vocabulaire spécifique apparaît. L'électricité devient un objet identifiable. Au cours du XVIIe siècle, les expériences se multiplient. On frotte des globes de verre. On observe des étincelles. On provoque des attractions et des répulsions. En Allemagne, Otto von Guericke construit l'un des premiers générateurs électrostatiques rudimentaires. Il ne produit pas de courant continu, mais il permet de créer des décharges visibles, spectaculaires. L'électricité devient alors un phénomène de démonstration. On la montre dans les salons savants. On l'exhibe devant des publics fascinés. Mais malgré ces progrès, un obstacle demeure. L'électricité ne peut pas encore être stockée. Elle apparaît et disparaît aussitôt. Sans stockage, pas de maîtrise. Sans maîtrise, pas d'usage. C'est cette limite précise qui va être franchie au XVIIIe siècle. Et ce franchissement va transformer une curiosité scientifique en une force exploitable. Car à partir du moment où l'électricité peut être conservée,
Elle cesse d'être un simple spectacle. Le XVIIIe siècle, capturer l'invisible. En 1745, en Europe, une invention change radicalement la situation, la bouteille de Leyde. Il s'agit du premier dispositif capable de stocker une charge électrique. Cette invention apparaît presque simultanément aux Pays-Bas et en Allemagne. Pour la première fois, l'électricité peut être accumulée puis libérée volontairement. L'effet est spectaculaire. Les décharges sont puissantes, parfois dangereuses, mais elles sont surtout contrôlables. Benjamin Franklin, à Philadelphie, s'intéresse de près à ces phénomènes. En 1752, son expérience célèbre du cerf-volant établit un lien décisif. La foudre et l'électricité produites en laboratoire sont de même nature. Une expérience célèbre que nous décrirons plus loin. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une continuité. À partir de ce moment, l'électricité cesse d'être multiple. Elle devient une seule et même force, présente sous différentes formes. Au tournant du XIXe siècle, les travaux d'Alessandro Volta, en Italie, aboutissent à la pile électrique. Pour la première fois, un courant continu est produit de manière stable. Nous reviendrons plus loin en détail sur cette invention décisive. L'électricité entre alors dans une nouvelle phase. Elle n'est plus seulement observée, elle est générée à volonté. Mais à ce stade, elle n'éclaire pas encore les villes. Nous verrons plus loin comment l'éclairage urbain à l'électricité est né. Elle ne fait pas fonctionner les machines. Elle reste confinée au laboratoire. Nous analyserons aussi dans cette vidéo les premières utilisations non pratiques au sens moderne. Il faudra encore plusieurs décennies pour que cette force invisible sorte du monde savant et commence à transformer la vie quotidienne. Ce que nous détaillerons plus loin. Mais l'essentiel est déjà là. L'électricité n'est plus un mystère. Elle est devenue une réalité technique. Et c'est précisément cette transformation que nous allons à présent parcourir en détail pour comprendre ce qu'elle était, avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. L'expérience du cerf-volant, ce qui est réellement démontré. Revenons maintenant à cette expérience du cerf-volant évoquée plus tôt. Lorsqu'on évoque l'expérience du cerf-volant, l'image qui vient immédiatement à l'esprit est souvent spectaculaire. Un savant défiant l'orage, cherchant à attirer la foudre depuis le ciel. Mais cette représentation est trompeuse. En 1752, Benjamin Franklin ne cherche pas à provoquer un éclair. Son objectif est beaucoup plus précis et beaucoup plus conceptuel. Depuis plusieurs décennies, les savants européens étudient une forme d'électricité produite en laboratoire. Étincelles, charges accumulées, décharges brèves. Mais la foudre, phénomène naturel massif et incontrôlable, reste perçue comme autre chose. La question que Franklin se pose est simple mais décisive. S'agit-il de deux phénomènes différents ou d'une seule et même réalité à des échelles différentes? Le dispositif qu'il met en place est étonnamment simple. Un cerf-volant, une corde rendue conductrice par l'humidité, une clé métallique fixée à cette corde, et, entre la clé et sa main, un fil sec jouant le rôle d'isolant. Lorsque l'orage approche, il ne se produit rien de spectaculaire. Pas d'éclair frappant le cerf-volant, pas d'explosion. Mais la corde se charge électriquement. La clé accumule cette charge. Et lorsqu'un doigt s'en approche, une étincelle jaillit. C'est là que se situe le résultat fondamental. Franklin ne capte pas la foudre elle-même. Il capte une charge électrique issue du même processus. Assez faible pour être observée, mesurée, reproduite. Ce qu'il démontre, ce n'est pas une prouesse héroïque, mais une unification conceptuelle. La foudre et l'électricité de laboratoire ne sont pas deux phénomènes distincts. Ils sont une seule et même réalité physique, exprimée à des intensités différentes. Cette expérience est dangereuse, et elle le sera encore davantage pour ceux qui tenteront de l'imiter sans précaution, parfois au prix de leur vie. Mais elle marque un tournant décisif. Pour la première fois, un phénomène céleste et un phénomène artificiel sont pensés comme relevant d'une même loi. À partir de là, l'électricité cesse d'être une curiosité expérimentale. Elle devient un phénomène naturel que l'on peut comprendre, isoler et bientôt exploiter. La première pile, produire un courant, pas une étincelle. Voyons à présent comment la pile de Volta va changer la donne. À la fin du XVIIIe siècle, l'électricité est déjà connue. Mais elle pose encore un problème fondamental. Jusqu'alors, l'électricité se manifeste presque exclusivement sous forme d'événements brefs. Des étincelles, des décharges soudaines, des chocs fugaces. Ces phénomènes sont spectaculaires, mais ils sont impossibles à maintenir dans le temps. On peut produire de l'électricité, mais on ne peut pas la faire durer. Or, sans durée, il n'y a ni contrôle, ni mesure précise, ni usage continu. L'électricité reste une curiosité expérimentale,
pas un outil. C'est ce verrou que va faire sauter Alessandro Volta en 1800. Volta ne cherche pas à produire plus d'électricité, il cherche à produire autrement. Son idée est simple mais radicale. Au lieu de provoquer des décharges violentes, il s'agit de créer une différence de potentiel stable, capable d'alimenter un flux continu. Pour cela, il empile des éléments identiques, qu'on appellera bientôt des cellules. Chaque cellule est composée de deux métaux différents, typiquement du zinc et du cuivre, séparés par un matériau imbibé d'un liquide conducteur, comme de l'eau salée. Pris isolément, chaque couple de métaux produit une très faible tension. Mais en empilant ces cellules les unes sur les autres, Volta additionne ces différences de potentiel. Le résultat n'est pas une étincelle, mais un courant continu, stable, mesurable, reproductible. C'est une rupture majeure. Pour la première fois, l'électricité ne dépend plus d'un événement ponctuel. Elle peut circuler dans le temps, de manière prévisible. Cette pile ne permet pas encore d'éclairer une ville ou d'alimenter une machine industrielle. Sa puissance est limitée, mais son importance est ailleurs. Avec la pile de Volta, l'électricité devient une source contrôlable, que l'on peut activer, interrompre, mesurer, comparer. Elle entre dans le domaine de l'expérimentation systématique. À partir de ce moment, une nouvelle question s'impose. Si l'on peut produire un courant continu, que peut-on désormais en faire? C'est cette question qui va ouvrir la voie aux premières applications concrètes de l'électricité. Les premières utilisations non pratiques. Au début. À quoi sert l'électricité au début? Au début du 19e siècle, l'électricité existe. Elle est désormais mesurable, reproductible, contrôlable. Mais une question demeure. À quoi sert-elle réellement? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'électricité ne transforme pas immédiatement la vie quotidienne. Elle n'éclaire pas les maisons. Elle ne fait pas fonctionner les machines. Elle ne remplace ni la vapeur, ni la force animale. Ses premiers usages sont ailleurs. D'abord, dans la recherche scientifique. Grâce au courant continu rendu possible par la pile, les savants peuvent provoquer des réactions inédites. L'électrolyse permet par exemple de décomposer l'eau et d'isoler des éléments chimiques jusque-là insaisissables. L'électricité devient un outil pour comprendre la matière. Ensuite, dans la médecine expérimentale, on observe que le courant provoque des contractions musculaires. On tente de stimuler des nerfs, de ranimer des tissus, parfois avec méthode, parfois avec excès. Ces pratiques restent largement exploratoires, mais elles révèlent le lien entre électricité et système nerveux. Mais c'est ailleurs que se produit la première véritable rupture fonctionnelle. Au milieu du 19e siècle, l'électricité commence à servir non pas à produire une force, mais à transmettre une information. Avec la télégraphie électrique, un signal peut parcourir une longue distance presque instantanément. Un message n'a plus besoin d'être transporté physiquement. Il circule sous forme d'impulsion électrique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la vitesse de transmission de l'information cesse de dépendre du déplacement d'un corps. À ce stade, l'électricité ne sert pas encore à améliorer le confort. Elle sert à comprendre et surtout à relier. Mais pour qu'elle entre véritablement dans le quotidien, un autre obstacle doit encore être levé, la production à grande échelle. L'électricité devient utile au quotidien. Quand l'électricité devient-elle vraiment utile au quotidien? Pendant des décennies, l'électricité reste limitée par un verrou majeur. On sait la produire, mais seulement en petite quantité et sur des durées restreintes. Pour alimenter des usages collectifs, il faut une source plus puissante, plus stable, capable de fonctionner en continu. Ce basculement intervient au milieu du 19e siècle avec la découverte d'un principe décisif, l'induction électromagnétique. Les travaux de Michael Faraday montrent qu'un mouvement mécanique peut produire un courant électrique. Faire tourner une bobine dans un champ magnétique suffit à générer de l'électricité. C'est le principe de la dynamo. À partir de là, l'électricité change de statut. Elle n'est plus seulement stockée ou accumulée. Elle est produite à partir d'une autre forme d'énergie. L'eau, la vapeur, puis plus tard le pétrole. Ce changement ouvre la voie à l'éclairage public, aux réseaux électriques et à l'entrée progressive de l'électricité dans la vie quotidienne. Mais cette révolution ne sera ni immédiate, ni uniforme. Elle demandera des infrastructures, des normes et une transformation profonde des villes. À ce moment-là seulement, l'électricité cessera d'être un objet de laboratoire pour devenir une composante invisible du monde moderne. L'éclairage des villes avec l'électricité. Parlons à présent de l'introduction de l'électricité dans l'éclairage urbain. Lorsque l'électricité devient techniquement produisible à grande échelle, elle n'entre pas immédiatement dans les rues. Pendant une grande partie du 19e siècle, les villes sont déjà éclairées.
mais pas à l'électricité. De 1800 à environ 1870, l'éclairage urbain repose essentiellement sur le gaz. Lampes à gaz, réverbères, réseaux de canalisation souterraine, ce système est déjà en place, fonctionnel, maîtrisé. Il éclaire les rues, les théâtres, les vitrines, et structure la vie nocturne des grandes villes européennes. L'électricité arrive donc dans un monde déjà équipé. Le véritable tournant technique se produit en 1879, lorsque Thomas Edison met au point une ampoule électrique à la fois durable, fiable et reproductible. Ce n'est pas la première ampoule de l'histoire, mais c'est la première qui peut fonctionner longtemps sans se consumer trop vite. À partir des années 1880, les premières rues électrifiées apparaissent. Elles ne concernent pas toute la ville. Elles se concentrent d'abord sur des zones symboliques, quartiers centraux, avenues prestigieuses, lieux de pouvoir, espaces commerciaux très fréquentés. L'éclairage électrique coexiste alors avec le gaz. Pendant plusieurs décennies, les deux systèmes fonctionnent en parallèle. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'électricité commence à s'imposer plus largement. Non pas parce qu'elle est plus spectaculaire, mais parce qu'elle présente des avantages décisifs. Moins de risques d'explosion, une intensité lumineuse plus facile à contrôler, et une flexibilité supérieure pour l'aménagement urbain. L'éclairage électrique ne remplace donc pas brutalement le gaz. Il s'impose progressivement par sa sécurité, sa fiabilité et sa capacité à s'intégrer dans des réseaux toujours plus complexes. Ce moment marque un basculement discret mais profond. La nuit urbaine cesse d'être un espace contraint pour devenir un territoire maîtrisé. Pour conclure, l'électricité n'a pas commencé comme une énergie utile. Elle a commencé comme une énigme, un ensemble de phénomènes dispersés, longtemps incompris. Ce n'est qu'en changeant de regard, en reliant des observations anciennes à des méthodes nouvelles, qu'elle est devenue une force maîtrisable. Avant d'alimenter le monde moderne, l'électricité a d'abord appris à exister comme idée. Et comme souvent dans l'histoire, ce n'est pas la découverte qui transforme le monde, mais la compréhension. Si ce genre d'exploration historique et anthropologique t'a intéressé, tu peux liker la vidéo, la partager et t'abonner pour continuer à comprendre l'origine fascinante de tout ce qui façonne notre monde.